Assalamu alaikum or Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Ayman Rashid. I am from Egypt. Je suis d'Égypte. Je viens ici vous donner l'idée d'un qui s'appelle le Passage africain, un grand projet d'infrastructure de développement de l'Afrique. J'espère pouvoir communiquer avec vous en anglais, parce que ma langue maternelle c'est l'arabe. Donc, pardonnez-moi de ne pas toujours être clair. Ce projet s'appelle le Passage africain, Africa Pass. Au début, ô humanité, en effet, nous vous avons créé du mâle et du femelle, et nous avons fait du peuple c'est un appel à établir des relations entre tous les peuples du monde. J'imagine que c'est un passage d'un texte sacré. Je pense que ce projet porte avec lui le bien, la croissance, la prospérité et l'avancement, pas seulement du peuple égyptien, mais de tous les peuples et les 9 pays africains ou des nations, et autant de pays en Europe et en Asie. J'ai travaillé depuis 1998 pour étudier, développer et mettre à jour le projet en fonction des informations que j'ai pu obtenir suite à des discussions et des échanges que j'ai pu avoir via Facebook. Une description du projet, en termes simples, il s'agit de refaire de l'Égypte un centre du commerce et des échanges mondiaux, et entre-temps mettre en valeur des terres inexploitées en développant des villes industrielles et commerciales dans les villes qui serviront donc de lieux de stockage, de dépôt et de transformation pour les grandes entreprises internationales qui, si ce projet est réalisé, l'Égypte sera, ça va considérablement raccourcir les délais de transport. Tous les pays du monde font la course pour avoir des hubs de transport et de raccourcir les délais. Si nous considérons donc le projet pour traiter les conteneurs et faciliter les exports et les imports pour les pays africains, mais aussi pour le transit du cargo et des supertankers qui ne peuvent pas passer dans le canal de Suez. Donc, grâce à ce projet, un plus grand nombre de bateaux de moindre importance trouveront des lieux d'échange. Le projet peut être considéré comme le projet le plus grand jamais fait, jamais construit pour les containers et offre évidemment des millions d'emplois qui pourront être créés dans ce projet. Lui, il parle de au moins 2 millions d'emplois. Donc l'Égypte et les autres pays qui vont faire le passage africain, au lieu d'exporter de la main-d'œuvre à d'autres pays, vont importer, en fait, auront besoin de la main-d'œuvre pour réaliser le projet. En cas il
Il ne s'agit pas simplement de collecter les taxes sur le passage du canal de Suez, mais d'offrir des services commerciaux et maritimes, de développer donc des sociétés de transport. Il s'agit aussi de développer donc tous les aspects du développement humain dans beaucoup de domaines. Bien sûr, la construction, il va falloir construire des grandes villes pour accueillir des millions de gens. Donc il faut avoir des bons architectes pour le faire. Ensuite, ça va mettre en valeur les mines en Égypte notamment et dans la région africaine. Il s'agit aussi de capter de l'énergie photovoltaïque et hydraulique sur le long de ce projet. Il y aura un développement massif des chemins de fer. Ce sera le plus grand chemin de fer de l'histoire de l'humanité. Ça va booster, bien sûr, le commerce international. Ça va réduire de moitié les coûts du transport. Il y aura différentes constructions de routes, de chemins de fer, des tunnels, des ponts. Donc, énormément un défi de engineering. Ça sera évidemment aussi, ça fera de toute cette région aussi une région touristique, augmentant le nombre de touristes, ainsi que puisqu'il y a de l'eau et l'énergie, on pourra y développer l'agriculture. Puisqu'il n'existe pas d'indicateur national qui peut s'opposer à la réalisation de projets, et puisque son revenu économique est énorme pour tous les pays, on peut conclure que l'exécution de ce projet peut devenir le projet national africain pour ce siècle et les générations futures. Comme vous voyez, le projet va remettre l'Afrique sur pied après la période de colonisation et libérer les femmes qui, pour l'instant, portent tout en Afrique. Parce que si nous permettons aux femmes de se développer, ça va surtout profiter aux hommes. Je le dis en arabe. La femme est une grande école. Si vous avez des femmes en excellente qualité, vous préparez un excellent peuple. L'Afrique a été beaucoup utilisée pour l'esclavage. On a exporté des esclaves vers l'Amérique du Sud. Et maintenant, donc, on traite la vache africaine et on lui donne, soi-disant, de l'aide. On a tenté de ruiner nos cours d'eau. C'est des pays où on a cultivé, où on produit la nourriture pour les agrocarburants. Donc on produit la nourriture pour le transformer en carburant qui est exporté aux pays soi-disant développés, au lieu de produire la nourriture pour les populations locales. Voilà un tableau montrant la distribution de l'énergie, de la répartition de l'énergie solaire ou du rayonnement solaire. Vous voyez cette région a donc un grand potentiel photovoltaïque. Donc, il faut y aller pour là-bas capter l'énergie solaire.
Ça, c'est donc le tracé du passage africain. Ça démarre de la Méditerranée, de la ville, du port de Sidi Barrani, et ça descend totalement dans le sud jusqu'au Burundi. Voilà donc le profil du relief terrestre. Voilà, ça c'est plus clair. Vous voyez Sidi Barrani sur la Méditerranée. Et donc il y en a un qui va jusqu'à la Somalie, dans la Corne d'Afrique. Et l'autre, donc ça se prolonge de l'Égypte jusqu'au Maroc et le passage à Gibraltar. Il y a une autre branche qui va au golfe d'Aqaba, permettant donc de relier l'autre partie. Ceci est une carte du relief africain, avec la topographie, donc voilà, donc indiquant comment ça s'insère là-dedans. En 2001, quand un homme si vous un jour on ira en bicyclette de la Cap Bonne-Espérance jusqu'au Caire. Ça c'est une carte des sols, des couches géologiques du continent. Il s'agit donc de relier les continents entre eux, comme notamment le tunnel sous le détroit de Bering, qui devrait un jour relier le continent américain avec l'Eurasie. Cependant, en ce qui concerne l'Afrique, évidemment, l'Égypte peut interconnecter l'Eurasie avec l'Europe et bien sûr l'Afrique. Il s'agit d'un projet en 3 phases. D'abord, la construction du port à Sidi Barrani, préparer le passage avec les chemins de fer. Il faut construire les villes, tout cela dans 2 ou 3 ans, dans un tempo extrêmement rapide. Ce sera les premières phases du projet. Concernant le coût, la question difficile à répondre, c'est un peu comme se demander quel est le coût d'une voiture. C'est un investissement. Voilà voilà le coût de la ligne au kilomètre. Donc vous voyez la ligne Madrid-Albacete. C'est un TGV, 9,57 millions d'euros au kilomètre. La segmentation du projet va évidemment faciliter son financement et que le pétrole sera... En fait, il compte trouver les financements par l'exploration pétrolière, ce qui pourrait faire en sorte que les pays qui n'ont pas d'argent vont néanmoins pouvoir bénéficier des retombées du projet, puisque les investissements viendront des pays qui disposent de pétrole. Ce projet permettra à résoudre partiellement le chômage, créer des emplois. C'est souvent un facteur qui n'est pas inclus quand on présente les grands projets. Ça
permettra aussi de résoudre le problème de la surpopulation qui se concentre aujourd'hui bien sûr dans la vallée du Nil en Égypte, puisque ça permettrait de désenclaver d'autres parties du pays. Actuellement, 96% de l'Égypte, c'est du désert, et tout le reste, les presque 100 millions, se concentrent dans la vallée du Nil. Il espère aussi que ça peut contribuer à résoudre les points chauds, tous les conflits de la Corne d'Afrique, en particulier Somalie, en donnant une perspective nouvelle de redémarrage économique de toute cette zone. Ça les connecterait à des marchés permettant de relancer leur production. Donc, solution du problème, des problèmes de la Corne d'Afrique, en particulier la Somalie, en créant des services, des infrastructures commerciales, industrielles. L'idée, c'est de concentrer donc une grande partie de l'accroissement de la population qu'on prévoit dans les 50 ans à venir. La population égyptienne risque de devenir 200 millions et donc il faut penser à un aménagement harmonieux du territoire. Évidemment, il faut produire des trains, il faut des bateaux de toutes les tailles permettant de promouvoir ces industries à l'échelle internationale, permettra une croissance économique internationale. Évidemment, ça créerait aussi un marché pour les produits européens en Afrique. Cette carte est en arabe, mais donne une idée de nos villes. Sidi Barrani donc est là à l'ouest, tout à fait dans le coin gauche en haut. Ceci représente Sidi Barrani est quasiment sur la frontière avec la Libye. Donc ça montre les routes qui déjà existent. Ça, c'est le passage. L'idée, c'est de faire un tunnel de l'ouest vers l'est, sous Suez, ensuite sous Sharm el-Sheikh et sous le golfe d'Aqaba, pour relier donc l'Arabie. Là, vous avez le profil du relief. Là, c'est Suez. Et là, c'est Aqaba, les deux pointes vers le bas. Il espère faire une grande gare ferroviaire souterraine sous Sharm el-Sheikh. Voilà l'Afrique. On a tout ce qu'il faut. On a tous les biens dans le panier. Et tous les autres continents nous regardent de cette façon. Ça, c'est une carte des ressources d'Afrique, mais ce n'est pas les légumes ou les fruits, mais les richesses minières et les mines.
Ça, c'est le gaz et le pétrole, l'uranium, le cuivre, le manganèse. Voilà les grandes cités avec plus d'1 million d'habitants. Dans notre continent. Ça, c'est tous les projets de chemin de fer faits par les Chinois en Afrique. Et comme on peut le voir dans cette région-là, dans la Congo, la RDC, les Chinois font beaucoup d'efforts. Si vous essayez de transporter tous les biens de la RDC, aujourd'hui, c'est très compliqué et très laborieux. Et grâce au passage africain, c'est plus facile. C'est le réseau de transport en RDC. Pour garantir le succès de ce projet, j'ai suscité l'intérêt de tous les partenaires pour surmonter tous les obstacles éventuels et interférences. Je vous excuse encore pour mon mauvais... Évidemment, la mise en valeur de toutes ces richesses va faire baisser les coûts de ces productions et créer un développement soutenable pour les pays africains, ce qui pourra réduire les tensions et les conflits. Ça, c'est les projets hydroélectriques dans lesquels sont engagés donc les Chinois en Afrique, et avec les prix de chaque usine et les capacités. Et l'orateur suivant en parlera. Ça, c'est les téléphones et les portables. En 2015, on pense passer de 500 000 à 850 millions de téléphones portables. C'est un énorme marché pour tous les sociétés qui produisent là-dedans. C'est un nouveau marché. C'est les lignes de communication pour Internet. J'imagine que c'est les câbles donc qui relient en fait les grandes villes. C'est insuffisant. C'est les zones de forte pluie en Afrique qui définissent bien sûr les zones climatiques. Production mondiale d'électricité et la demande. On veut le solaire et le hydroélectrique a pas mal monté.
Quelqu'un a posé la question pourquoi on n'a pas modernisé les vieilles lignes de chemin de fer. En fait, la largeur des lignes est différente selon les empires coloniaux. Chacun a choisi des largeurs de rails qui sont différentes. Donc il faut unifier tout le réseau avec une seule largeur permettant ces interconnexions. C'est ça le monde tel que nous le voyons. L'Europe, la Russie comme la vodka, la France comme du vin. En Afrique, il y a un peu d'action en Égypte et dans l'Afrique du Nord, mais ailleurs, il n'y a rien. Ça, c'est les versants des rivières, des bassins, des fleuves. Ça, c'est le bassin du Nil. Maintenant, si vous regardez les frontières, on a vraiment du mal à comprendre les gens qui ont tracé les frontières des pays, puisque ça correspond très très peu aux frontières naturelles définies. Ça, c'est de nouveau le bassin du Nil qu'il faudra développer. Voilà la population des pays africains et la consommation d'eau. Donc, si on met tout ça ensemble, il y a beaucoup d'eau en Afrique et la question essentielle se limite à la distribution de comment amener l'eau à peu près 85% des Africains n'ont pas accès de façon stable à l'eau. Si on stabilise, si on rend vraiment l'eau disponible pour tous, bien sûr, on aura résolu un grand problème. Ça, c'est les... Bon. Ça, c'est une carte du centre de l'Afrique, donc le Soudan, le Tchad, et comment cette eau est envoyée dans le désert libyen. Ça, c'est donc les eaux souterraines, les aquifères et les régions endoréiques. Et comment certains pays tentent de les utiliser pour avoir accès à l'eau. Évidemment, si on regarde ça comme des ressources fixes, où chacun se sert comme il peut et il veut, ça crée des problèmes parce qu'il faut les résoudre ensemble avec un plan coordonné. Vous voyez,
Évidemment, l'eau ne connaît pas les frontières et passe d'un pays à l'autre. C'est les systèmes de drainage des pluies. Vous voyez les reliefs montagneux qui sont mis en valeur. Donc notre idée, bien sûr, c'est d'éviter que l'eau soit immédiatement envoyée dans les océans et qu'on puisse le valoriser en changeant aussi sa direction. C'est la première région de Une fois de plus, le climat et la pluie. Les quantités donc de pluie pluviales qui se concentrent sur le Congo. Et enfin, l'Éthiopie. Ici, je veux poser une question. Pourquoi est-ce que l'Europe a essayé de s'unir tout en divisant les autres et divisant les pays en Afrique? L'Allemagne a tenté s'est réunifiée après une longue séparation. Pourquoi l'Europe veut diviser le Soudan et découper en morceaux les autres pays? Il y avait aussi la division entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui avant était un seul pays. Voilà un autre corridor envisageable. Avec ça, j'ai fini ma présentation. Merci.